Bonjour à tous. Donc, je voudrais en premier lieu remercier Jean-Marie Tarascon qui me donne l'opportunité de vous parler aujourd'hui de la spectroscopie photoélectronique à rayonnement X et de son apport en particulier à la chimie des matériaux pour l'énergie. Alors, nous allons commencer par un peu d'histoire. Cette spectroscopie est basée sur un principe, un phénomène connu de longue date, la photoémission. En effet, c'est en 1887, suite aux premières expériences d'Antoine Becquerel et aux travaux de Philippe Lénard, que Rudolf Hertz comprit et présenta l'effet photoélectrique qui désigne en premier lieu l'émission d'électrons par un matériau soumis à l'action de la lumière. Et c'est en 1905 Albert Einstein, le premier, à expliquer que ce phénomène était provoqué par l'absorption de photons lors de l'interaction du matériau avec la lumière. Et c'est à ce titre qu'il reçut le prix Nobel de physique en 1921. Toutefois, c'est au progrès des techniques du vide et de l'électronique, et surtout, je dirais, grâce au talent et à la ténacité de Kees Sigban et de ses collaborateurs à Uppsala, que l'on doit le développement de cette spectroscopie. Alors, les premiers travaux ont eu pour objectif la mise au point d'un appareillage permettant l'obtention d'une haute résolution au niveau des spectres électroniques, également d'une méthode précise de détermination des énergies de liaison atomiques. Alors, l'intérêt au plan chimique, je dirais, de cette spectroscopie a été démontré avec la mise en évidence d'une variation entre l'énergie de liaison des niveaux électroniques de cœur, du cuivre et de l'oxyde cuivrique, une différence de plus de 4 électronvolts ayant été mesurée au niveau de l'ARECA du cuivre. Donc je dirais que c'est, entre autres, pour avoir montré la sensibilité des niveaux de cœur électroniques aux permutations qui se passaient en valence via les liaisons chimiques que Kees Sigban obtint le prix Nobel de physique en 1981. Alors, parmi les premiers travaux, l'un des exemples les plus marquants a été l'obtention pour le thiosulfate de sodium de 2 raies bien individualisées au niveau du spectre du soufre. Et ceci démontrait qu'il était possible de différencier dans un même système 2 atomes de même nature, mais différents au plan des liaisons chimiques. Ces 2 atomes étant classiquement associés à des soufres 2- et des soufres 6+. Et ceci a, je dirais, ancré l'intérêt chimique de cette spectroscopie, l'intérêt au plan chimique, et conduit au premier acronyme SK utilisé. Alors les travaux se sont multipliés, j'en citerai 2 autres emblématiques. L'exemple de l'acétone, où au niveau du pic du carbone, on voit très clairement 2 composantes associées aux 2 types de carbone présents dans ce système. Et ce qui est intéressant, c'est que les intensités de ces 2 composantes sont tout à fait conformes aux proportions relatives des 2 carbones dans ce système. Alors, par ailleurs, cette spectroscopie avait une sensibilité très claire, exprimée dans différents exemples, dont celui de la vitamine B12, où vous voyez qu'à côté des pics de l'oxygène, du carbone et de l'azote, il était très aisé d'identifier le cobalt par ses pics caractéristiques, ce cobalt qui était présent en proportion de 1 atome sur 180 au total. Donc, le fort intérêt de cette spectroscopie était bien démontré. Et suite à ces travaux pionniers, il y a une 50aine d'années maintenant, cette spectroscopie s'est imposée comme une méthode d'investigation d'ordre chimique dans des domaines de recherche et d'application nombreux
et très diversifiés. Alors, j'en citerai quelques-uns. Le cas de la catalyse hétérogène, de la métallurgie, des traitements de surface associés, des polymères et de l'adhésion, de la microélectronique, bien sûr, et puis des domaines un petit peu plus récents, tels que le domaine de l'énergie, nous y reviendrons bien sûr, ou celui des biomatériaux. Plusieurs milliers de travaux sont publiés chaque année et rien ne laisse à penser que l'intérêt ou l'usage de cette spectroscopie diminue dans le futur, puisque les domaines abordés se sont véritablement multipliés ces dernières décennies. Donc, après ce préliminaire, nous allons examiner un petit peu plus en détail les caractéristiques de cette spectroscopie et ses principaux modes d'exploitation. Alors, toutefois, auparavant, je voudrais vous présenter quelques acronymes actuels. Si vous parcourez la littérature, c'est ceux que vous trouverez. Vous ne trouverez plus l'ancien acronyme SK, vous en trouverez d'autres qui se différencient par l'énergie de photons utilisée. Alors, l'acronyme le plus courant, c'est celui qui est... Ça ne fonctionne plus. C'est celui qui est le mode utilisé en laboratoire, c'est l'acronyme XPS, avec des énergies de photons de 1200 à 1400 électronvolts, on va même un peu plus loin maintenant. Si le rayonnement de photons est moins énergétique et dans l'ultraviolet, c'est l'acronyme UPS que vous trouverez. Et si finalement on fait appel au rayonnement synchrotron avec sa large plage d'énergie au niveau du photon, eh bien c'est l'acronyme SPES ou SRPES qui sera utilisé. Une mention particulière pour les rayons X durs qui ces dernières années ont fait l'objet de beaucoup d'études. Bien, alors en XPS, quel est le premier mode d'exploitation? Le premier mode, c'est l'analyse des pics de Kerr. Alors, l'analyse des pics de Kerr, les pics de Kerr, ce sont ceux qui correspondent à l'éjection des électrons des couches profondes des atomes. Alors, l'irradiation par un flux de photons, eh bien, elle fait passer pour un atome A d'un système donné, d'un état neutre à un état cationique et au photoélectron éjecté. Ce qui fait qu'avec le principe, sur la base du principe de conservation de l'énergie, et par la simple mesure de l'énergie cinétique des photoélectrons éjectés, dans la mesure où, bien sûr, le rayonnement incident H nu est connu, eh bien, on accède à cette grandeur qui est fondamentale, cette grandeur énergétique, l'énergie de liaison. Alors, le point fort au niveau de l'XPS, c'est que cette information, elle est accessible pour tous les éléments du tableau périodique, à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, au niveau analyse chimique, beaucoup de possibilités. Alors, en XPS, ce que l'on fait, c'est qu'on enregistre des courbes qui représentent la variation du nombre de photoélectrons en fonction de leur énergie cinétique. Et à côté de la position énergétique de ces pics, une autre grandeur importante, c'est leur intensité. Excusez-moi, leur intensité qui permet d'avoir accès à de l'information quantitative. Alors, pour mieux appréhender cette intensité, on va considérer le processus de photoémission en 3 étapes. Alors, la première étape, c'est donc l'excitation, l'absorption de photons et l'excitation du photoélectron. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit ce photoélectron, il peut atteindre la surface sans subir aucun choc inélastique et son énergie est conservée, soit il peut subir un ou plusieurs chocs inélastiques et à ce moment-là, son énergie va être diminuée, soit alors, il peut être absorbé dans le solide. Donc, vous voyez ici qu'il y a une grandeur importante. C'est la distance parcourue par l'électron entre 2 chocs inélastiques. C'est le libre parcours des moyens des électrons qui est représenté ici, la courbe de variation en fonction de l'énergie cinétique. Et ce que l'on voit, c'est qu'en définitive, ce libre parcours moyen
varie entre 0,5 et 5 nanomètres pour des énergies cinétiques comprises entre 510 et 1500 électronvolts. Et on peut montrer que 95% du signal récupéré provient d'une profondeur inférieure ou égale à 3 lambda. Et c'est ceci qui confère, dans le cas des matériaux, à cette spectroscopie une sélectivité de surface, puisque la profondeur d'analyse est inférieure à 10 nanomètres. Donc, le taux de comptage des photoélectrons permet d'avoir accès à une concentration atomique et donc de remonter à une composition élémentaire au niveau du matériau considéré, donc de l'information quantitative. Alors, je vais revenir sur une notion très importante en XPS, celle du déplacement chimique. Et on va considérer, à titre d'exemple, le cas d'un polymère fluoré. Vous voyez que le pic CNS du carbone comprend 4 composantes, associées aux 4 types d'atomes de carbone présents dans ce composé. Alors, le carbone environné uniquement de carbone, environné d'un oxygène, de 2 oxygènes et de 3 fluores. Et ce que vous voyez, c'est qu'en définitive, plus l'électronégativité de l'environnement croît, et plus le déplacement chimique par rapport à la référence carbone environné de carbone est important. Alors, notre cas de figure avec les composés du titane. Alors, une toute petite parenthèse. Vous vous souviendrez qu'en XPS, tous les pics, autres que ceux de type ES, les pics D, S, les D, F, P, apparaissent sous forme d'un doublet en raison du couplage spin-orbite. Et c'est pour ça qu'ici apparaissent les 2 composantes de P3,5 et de P1,5. Et vous voyez qu'entre le titane métal et l'oxyde de titane, il y a une forte différence qui est de plus de 4 électronvolts. Le TiS2, le disulfure de titane, lui, se trouvant en position intermédiaire. Et vous voyez ici, il faut bien prendre conscience de quelque chose. Les 2 titanes de TiO2 et de TiS2 sont des titanes Ti4+, mais vous voyez qu'ils sont clairement différenciés au point de vue énergie-liaison. Et ceci montre l'influence de l'environnement en termes de nature chimique des premiers voisins. Alors, ces déplacements chimiques, on peut les exprimer, on en trouve un certain nombre par des échelles d'énergie de liaison. Et vous voyez par exemple l'échelle d'énergie de liaison de l'oxygène sur laquelle nous reviendrons. Alors, pour interpréter ces déplacements chimiques, il faut faire appel à des approches théoriques. Alors, lors du processus de photoémission, le principe de conservation de l'énergie entre l'état initial et l'état final permet la détermination de l'énergie de liaison à partir du moment où on a mesuré l'énergie cinétique des électrons et où on connaît H nu. Alors, plusieurs approches théoriques ont été envisagées pour évaluer cette énergie de liaison. Les méthodes dites delta SCF, qui se réfèrent à la définition de l'énergie de liaison en évaluant tout simplement l'énergie de l'état final cationique et celle de l'état initial neutre. Alors, un certain nombre de formalismes théoriques ont été développés qui permettent aujourd'hui d'accéder à une précision de l'ordre de 0,1 électronvolt, mais pour des systèmes de taille quand même assez réduite. Alors, un formalisme plus simple, une approche plus simple, consiste, dans le cadre de ce qu'on qualifie l'approximation de Koopman, à assimiler l'énergie de liaison, au signe près, à l'énergie de l'orbital dont est issu le photoélectron éjecté. Et c'est sur ces bases que nous allons discuter du déplacement chimique. Donc, considérons pour un système donné un atome A neutre, caractérisé par l'une de ses énergies orbitales epsilon i. Si cet atome, de par son environnement, acquiert un certain caractère positif, un caractère cationique, ceci va induire un déplacement de
l'epsilon i, on va obtenir une valeur plus profonde. Toutefois, à côté de cet effet de transfert de charge qui est vraiment intra-atomique, il faut prendre en compte l'effet du champ électrique qui résulte de la présence des atomes chargés environnant A. Alors, cet effet de champ électrique, qui est extra-atomique, il agit en sens inverse de l'effet de transfert de charge. Mais comme il est de plus faible amplitude, eh bien, ceci va nous conduire globalement à un déplacement de l'énergie de liaison vers des plus grandes valeurs. Donc on retient, si un atome acquiert un caractère positif, déplacement vers les grandes énergies de liaison, l'inverse étant observé dans le cas si le système acquiert un caractère négatif. Alors, à partir de là, donc, sur ces bases, il y a différents modèles qui ont été construits, dont le modèle du potentiel, un modèle électrostatique où le déplacement chimique fait intervenir en premier lieu un terme directement relié à la charge de l'atome ionisé et un deuxième terme lié à l'influence des atomes environnants, plus une certaine constante de référence. Donc, ces considérations sont très utiles pour discuter des déplacements chimiques. Elles ont toutefois leurs limites, celles de la liaison chimique. Alors, à côté des pics principaux de Kerr, il y en a d'autres. C'est ce qu'on appelle les structures secondaires dans les spectres, les pics satellites, qui reflètent le caractère multiélectronique de la photoémission. Évidemment, on ne va pas enlever l'électron, c'est une multitude d'électrons qu'on enlève, et en définitive, il y a une certaine probabilité à effectivement induire un pic principal, il peut y en avoir d'autres à mener à une structure secondaire. Alors, comment peut-on comprendre ça? On part d'un état initial neutre, on va vers un état ionisé. En général, c'est un état fondamental et on aura ici, le passage de là à là va conduire au pic principal. Mais dans certains cas de figure, et c'est le cas des métaux de transition ou des terres rares, il y aura un état ionisé excité qui aura une certaine probabilité d'être atteint. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que dans certains cas, eh bien c'est plus facile de différencier par exemple des états d'oxydation par les caractéristiques du pic satellite, vous le voyez ici, dans le cas du CO2+, ici dans le cas du CO3+, c'est beaucoup plus aisé que de se référer à la variation ou déplacement chimique du pic de Kerr. Donc il y a beaucoup de structures satellites, il y en a d'autres, les structures en multiplé, qui par exemple au niveau des composés du manganèse, l'éclatement entre les deux états finaux ici est très caractéristique des différents états d'oxydation du manganèse et permettent de clairement les différencier. Alors, les modes d'exploitation, on a vu les pics de Kerr, principaux, structures secondaires. Il y a également quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est une autre sonde d'exploitation, ce sont les spectres de valence. Alors, ces spectres de valence, quelle est la différence avec ce que nous avons vu? Eh bien, c'est que dans ce cas-là, ce n'est plus l'éjection des électrons du Kerr, mais les électrons, ce sont les électrons de valence, ceux des dernières couches, ceux qui interviennent dans les liaisons chimiques. Et c'est à ce titre que ces spectres de valence sont intéressants à exploiter. Alors, ils peuvent être exploités à plusieurs titres, soit pour de la reconnaissance d'espèces chimiques, soit pour préciser des changements de symétrie locale autour du cation métallique, soit encore pour illustrer des structures électroniques particulières pour mieux les définir. Alors, je voudrais vous montrer un exemple qui est particulièrement intéressant parce qu'il montre comment, à partir de niveaux discrets, ceux qui existent dans la molécule, on passe à une structure de bande. Alors, voici les spectres de valence d'une série d'alcanes linéaires, des molécules de taille croissante. On va s'intéresser au massif 2S que vous avez ici, et ce que vous voyez tout de suite, c'est que le nombre de pics, eh bien, il est exactement égal au nombre de carbones présents dans ces molécules.
1 pour le méthane, 2 pour l'éthane, 3 pour le propane, 4 pour le butane. Vous voyez toutefois qu'au fur et à mesure que le nombre de carbone croît, les niveaux discrets vont se recouvrir, et dans le cas par exemple du N-nonane, vous n'avez plus 9 niveaux discrets. Vous êtes déjà dans un schéma qui s'apparente à une bande, qui est ce que vous avez dans le cas de l'enchaînement infini de carbone, qui est le polyéthylène. Donc cet exemple montre bien comment, par une suite de niveaux discrets, leur recouvrement, on arrive à la formation d'une structure de bande. Alors, ces spectres de valence, je vous l'ai dit, sont intéressants pour analyser les interactions entre atomes, les liaisons chimiques, et ils se prêtent très bien à une confrontation avec les données théoriques, mais il est nécessaire alors de moduler par les sections efficaces de photoionisation. Donc il y a des modèles qui existent et qui sont appliqués. Alors ces sections efficaces de photoionisation, elles ont été calculées pour tous les éléments du tableau périodique par Scofield, et vous voyez qu'il y a de fortes variations selon l'élément et l'orbital considéré. Il faut avoir tout ceci en tête lorsqu'on va se pencher sur l'analyse des données expérimentales. Alors, évidemment, je ne peux pas manquer de vous montrer à quoi ressemble un appareillage XPS. Donc, en voilà un. Voyez, avec une boîte à gants directement connectée au spectromètre, ce qui permet de travailler dans des conditions contrôlées. Alors, de façon très simple, une fois que les électrons sont éjectés, ils sont en définitive focalisés par des lentilles électromagnétiques, puis classés par énergie cinétique à l'aide d'un champ magnétique, et puis tout simplement détectés et comptés. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qu'il est important de considérer. Tout d'abord, les conditions d'ultra-haut vide. C'est nécessaire à cause de la forte dispersion énergétique des photoélectrons par les molécules de gaz. Ça, c'est une contrainte. On verra comment on peut la surmonter. Par contre, il y a des éléments extrêmement importants, pratiques, d'ordre pratique, mais qui sont très positifs quand on analyse des systèmes chimiques. Premièrement, on peut analyser avec cette spectroscopie n'importe quel type d'échantillon, cristallin, amorphe, quelle que soit sa forme, poudre, verre, film mince, et ceci sans aucun conditionnement préalable. Et puis par ailleurs, il faut prendre en compte que c'est une technique peu destructrice et que de toute façon on peut contrôler s'il y a une éventuelle destruction. Alors toutes ces considérations d'ordre pratique, associées au fait qu'elle permet de renseigner sur les structures chimiques et de sonder la chimie de surface, font qu'en définitive, cette spectroscopie constitue un moyen analytique de choix pour contribuer à relever les défis du futur en matière de chimie durable et de recherche de solutions vertes, qui sont omniprésents dans beaucoup de domaines. Vous en entendez parler très fréquemment. Alors, à titre d'exemple, le domaine des transports, et de gros efforts sont faits actuellement dans le domaine aéronautique pour se positionner en vue de la future réglementation européenne REACH. Et par exemple, des voies différentes des procédés actuels anticorrosion utilisant le chrome 6 classé CMR sont développées, et il y a des perspectives intéressantes au niveau de revêtement sol-gel anticorrosion. Dans le domaine de l'automobile, où l'on vise amélioration des performances et augmentation d'autonomie, l'utilisation des composites déjà fortement intégrés sur les nouveaux avions de ligne est également une voie prometteuse. Et puis, de façon générale, l'attention se porte de plus en plus vers des matériaux recyclables et des synthèses par chimie douce. Vous venez d'en entendre beaucoup parler. Alors, d'autres enjeux de notre époque concernent le secteur de l'énergie. Et là aussi, ils ont été largement traités dans les cours de Jean-Marie Tarascon. Alors, que ce soit les accumulateurs, les cellules photovoltaïques, les supercondensateurs ou les piles à combustible, tous ces systèmes ont en commun certains aspects matériaux, des aspects interfaces,
mettent en jeu des transferts ioniques et électroniques pour certains, qui posent des problèmes scientifiques et technologiques qu'il est important de résoudre et que l'XPS, par ses différentes facettes et son caractère multisonde, peut contribuer justement à résoudre. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est vous montrer de façon un petit peu plus détaillée les apports de cette spectroscopie dans le domaine des accumulateurs lithium-ion, et je vais me concentrer sur deux aspects, matériaux d'électrode et interface électrode-électrolyte. Et au niveau des matériaux d'électrode, on va examiner un petit peu plus ce qui est évidemment le mécanisme de base des batteries, c'est-à-dire l'insertion-extraction du lithium et les processus redox associés. Et on va regarder les informations que l'XPS peut amener et comment elle peut les amener, comment il faut aborder ces problèmes. Alors en premier lieu, Jean-Marie Tarascon les a invoqués tout à l'heure, les dichalcogénures de métaux de transition. Alors ici, j'ai choisi l'exemple de TiSe2. Alors vous voyez donc les structures dont vous venez d'entendre parler au niveau du cours, avec les gaps de Van der Waals qui se prêtent très bien à l'insertion du lithium. Alors, que voit-on en XPS? Eh bien, ce que l'on voit, c'est en premier lieu, lors du processus de lithiation, pour des lithiations croissantes, on voit croître l'énergie, et c'est normal, du pic LINS, du pic de cœur LINS. Et simultanément, ce que l'on voit au niveau de la valence, c'est l'apparition et la croissance d'un pic non présent au départ et qui illustre bien ce transfert électronique vers le matériau hôte, puisqu'il correspond à l'occupation des niveaux vacants TI3D. Donc vous voyez bien, on visualise ce lien entre insertion de lithium et évolution de la structure électronique. Alors dans le cas présent, le pic du titane n'a pas pu être analysé, mais par contre, pour une autre dichalcogénure de la même famille, MOS2, on voit le pic du molybdène, et dans le composé lithier, ce pic du molybdène a légèrement augmenté en largeur à mi-hauteur et il s'est légèrement déplacé. Alors en fait, quand le pourcentage de liaison ionique croît, par exemple le cas des oxydes, il peut arriver que ces électrons associés à l'insertion du lithium restent localisés sur un niveau accepteur, sur un niveau D du métal, et ceci conduit à l'apparition, du côté des basses énergies de liaison, de nouvelles composantes, à côté de celles présentes au départ, et qui sont associées à des états réduits. TI3+, apparaît à côté de TI4+, et ici, dans le cas de MO3, vous avez MO4+, et MO5+, qui apparaissent à côté du doublet caractéristique de MO6+. Alors dans ce cas-là, vous voyez également qu'en valence, comme précédemment, on voit l'apparition d'un petit pic au voisinage du niveau de Fermi. Donc, selon les composés, selon les structures, leurs propriétés, différents niveaux de complexité au niveau des signatures. Alors maintenant, intéressons-nous à l'extraction du lithium. Et là, j'ai choisi un exemple, celui de LiFePO4, qui actuellement est une électrode positive, qui occupe une place de choix dans les batteries pour véhicules électriques, en particulier vis-à-vis des aspects sécuritaires. Et un autre point important pour ce système, c'est la stabilité de sa phase complètement délithiée. Alors ici, au niveau du pic F et de P, vous voyez des signatures bien différenciées pour l'espèce lithiée et l'espèce complètement délithiée, ce qui permet, sur ces bases-là, d'analyser l'évolution du pic F et de P au cours des cycles de charge-décharge et de suivre, par exemple, en termes de certains mécanismes de vieillissement. Alors, au niveau de la valence, pour ce système-là, un point intéressant pour la phase lithiée, on observe un petit pic aux environs de 1,7 électronvolts.
qui n'est pas présente dans la phase des lithiers. Alors c'est intéressant parce que c'est une sonde complémentaire, c'est en rapport avec ce que nous avons vu avant et cet intérêt à coupler cœur et valence. Le problème qui existait, c'est qu'en définitive, pour se faire de plus de LiFePO4, disons, cela bousculait les visions classiques de configuration électronique d'un fer de plus, au spin ou bas spin, qui ne pouvaient permettre d'interpréter l'observation expérimentale. Alors, pour aller plus loin, il a été fait appel à des calculs théoriques qui différenciaient les états de spin, et il a été possible de trouver une structure électronique et conforme aux observations expérimentales et en attribuant, qui conduisait à attribuer ce petit pic à l'électron spin down de effet 3D dans LiFePO4. Et donc, se constituer une signature exclusive du fer de plus dans ce système. Bon, alors, nous avons vu pic de cœur, bande de valence, l'intérêt de coupler les deux. Malheureusement, dans tous les cas, ce n'est pas possible de travailler à partir des pics de cœur, malheureusement. Il faut trouver à ce moment-là d'autres sondes, et c'est le cas, par exemple, pour un matériau d'électrode positive, LiCO2, largement utilisé depuis la commercialisation de la première batterie utilisant ce matériau par Sony en 1990. Alors dans ce cas-là, vous voyez, pour se composer, logiquement, on extrait et on ne réinsère que 0,5 lithium réversiblement. Mais là, pour les besoins de l'étude, eh bien, disons que c'est le passage complet de LiCO2 à CO2 qui a été étudié. Et pour analyser l'évolution au niveau de l'élément métallique, ce n'est pas du tout dans ce cas l'évolution du pic primaire, que ce soit CO3P ou CO2P, qui a permis d'analyser les évolutions, mais la variation de l'aire du satellite, qui est réduite de moitié lorsqu'on passe de LiCO2 à CO2. Alors, lorsqu'on met en parallèle la variation de cette aire du satellite avec le taux X de lithium déduit de l'électrochimie, eh bien, nous avons une quasi-linéarité ici, dans le cas du CO3P, signature différente de ce qu'on a dans le cas du CO2P, et ceci est lié au fait que dans ce cas-là, on a une profondeur d'échappement des électrons plus grande, donc on va sonder en quelque sorte un peu plus en cœur. C'est lié à la différence des plages énergétiques, puisqu'ici, vous voyez, on est dans des gammes complètement différentes. Donc, même en XPS de laboratoire, il est possible, en jouant sur des pics différents, d'analyser des profondeurs d'analyse différentes. Alors maintenant, je vais en venir à un autre point, celui du rôle des anions. Et pour essayer de voir, jusqu'à maintenant, nous avons parlé des signatures des cations, essayer de voir s'il est possible en XPS d'identifier des évolutions au niveau des anions. Alors, les concepts de chimie douce qu'a largement évoqué Jean-Marie tout à l'heure, eh bien, disons qu'ils ont bousculé certains concepts en chimie du solide qui consistaient au niveau des processus redox, à se référer aux états d'oxydation des cations en considérant les anions complètement passifs. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer comment en XPS, dans le cas de sulfure, on peut analyser ces choses-là. Et puis, beaucoup plus récemment, des études effectuées sur des oxydes lamellaires à base de ruthénium ont mis en relief ce rôle des anions, et je vais aussi vous présenter, vous illustrer les apports de l'XPS dans ce cas. Alors, commençons par les sulfures. Et voici le cas de TiS3. Ce composé présente à la fois des paires disulfures, des S2-, et des soufres S2-. Au niveau de la signature XPS, deux doublés. Le suivi au cours du premier cycle montre, en fin de décharge, eh bien, le processus de réduction qui s'illustre par le passage à un seul doublé et réduction des paires disulfures en soufre de moins. La réversibilité étant observée à la charge où on récupère une signature conforme à celle du départ. Un autre cas de figure, une couche amorphe d'oxysulfure de titane. Et là, vous voyez que le suivi permet de voir en premier lieu
l'intervention des anions et, en second lieu, à la fin de la décharge, des changements au niveau du métal et l'inverse intervenant au niveau de la charge. Donc, dans ce cas-là, rôle individualisé des anions. Alors, maintenant, passons aux oxygènes et à l'étude qui a été réalisée sur les oxydes lamellaires du type Li2RuMO3. Alors, il y en a un certain nombre, et ici, on va se concentrer sur les dérivés RuSN, a priori les plus intéressants. Alors, évidemment, on a suivi en XPS les pics du ruthénium, de l'étain et de l'oxygène. Alors, au niveau du ruthénium, on voit des déplacements chimiques bien significatifs. Si certains d'entre eux sont conformes à ce qui était attendu, par exemple entre le départ et 4 volts, ou entre la fin de charge et la décharge, d'autres étaient un peu plus surprenants, tels ceux intervenant entre 4 volts et la charge. L'étain, lui, restait complètement inactif. Alors, au niveau de l'oxygène, disons que dans ce cas de figure, le faible dépôt d'espèces oxygénées associées à l'oxydation de l'électrolyte à haut potentiel a permis, au niveau de la fin de charge, d'identifier une composante supplémentaire. Et si l'on prend en compte à la fois les évolutions au plan quantitatif, le fait que cette espèce disparaissent et réapparaissent. Et la confrontation avec les échelles ONS de déplacement chimique, eh bien, disons que cette espèce a pu être attribuée à des oxygènes de type O2N-. Donc, on avait ici la preuve que le processus redox impliquait ruthénium et oxygène. Alors, afin d'approfondir les évolutions au niveau du ruthénium, les évolutions électroniques, nous avons fait appel aux bandes de valence. Alors voilà la bande de valence obtenue entre 0 et 10 eV pour ce système. Elle comprend deux massifs associés aux interactions des orbitales RU4D avec les O de P. Le massif 1 étant majoritairement sur le ruthénium, et ce qui renforce encore plus le fait qu'il est localisé sur le ruthénium, c'est qu'en XPS, il y a une section efficace au niveau du ruthénium très très largement supérieure à celle de l'oxygène. Donc un cas de figure favorable pour suivre les évolutions de ce pic au cours de la charge. C'est ce qui a été fait ici. Et voici l'intensité de ce pic normalisé par rapport au RU4P au cours en différents points de la première charge. Alors vous voyez en premier lieu une diminution très nette d'intensité qui correspond donc, qui est tout à fait en accord avec le fait qu'on va extraire des électrons de ce ruthénium et donc qui correspond au processus d'oxydation RU4+, et RU5+. Par contre, entre 4 volts et la fin de charge, on n'a pas de variation significative de cette intensité. Et donc, on peut conclure à un maintien du RU5+. Alors, globalement, je dirais, parce que c'est un niveau global d'information qu'il faut considérer, les évolutions au niveau du pic ONS, d'une part, les évolutions d'intensité du RU4D en valence, valident un mécanisme d'extraction du lithium au-delà de 4 volts qui, plutôt que de faire intervenir un système hautement stabilisant avec du RU6+, eh bien, l'évolution se ferait par le biais d'une réorganisation au niveau des oxygènes, d'une évolution de ces oxygènes vers des espèces type peroxo, avec maintien de RU5+. Donc l'ensemble de ces informations permet de conclure un processus redox cationique et anionique cumulé avec un processus bien individualisé au niveau de l'oxygène. Bien, je voudrais maintenant en venir à un autre aspect au niveau de ces matériaux d'électrode, les aspects chimie de surface et réactivité.
Donc, en particulier au niveau des électrodes de type LMO2, dont HeliCO2. Alors, ces électrodes sont susceptibles d'interagir avec l'électrolyte et ceci conduit à une dissolution des métaux sous forme de cations dans l'électrolyte qu'il s'agit de maîtriser. Alors, il y a un certain nombre de travaux qui ont montré ces dernières années que l'application d'un coating de très faible épaisseur à base d'aluminium en particulier est un moyen de protection efficace en diminuant la dissolution de ces éléments métalliques. Alors ces coatings sont des couches très très superficielles et justement, ce n'est pas toujours facile d'avoir de l'information et l'XPS a permis d'identifier, par exemple dans le cas d'un coating d'alumine, la présence par une analyse du pic de l'aluminium d'une solution solide LiCoAl à l'interface entre l'électrode et le coating. Alors, toutefois, ces phénomènes de dissolution des éléments métalliques pouvant faire intervenir soit des interactions acide-base, soit des processus redox, il était légitime de s'interroger sur les sites réactifs de surface, leur nature et leur concentration. Alors, ce sont des problématiques qui sont largement traitées dans le domaine de la catalyse, et l'une des voies d'étude, c'est de coupler l'absorption de sondes gazeuses avec l'XPS. Le choix des sondes est en fonction du problème étudié. Alors, par exemple, NH3 est une sonde basique très intéressante à cause de son énergie, de sa vaste plage en énergie de liaison. Elle permet de bien différencier si est site de Bronsted et site de Lewis, par exemple. SO2 est une sonde acide et réductrice très intéressante, puisque là également, grande plage d'énergie de liaison et absorption de type sulfate et sulfite bien différenciée. À titre d'exemple, voici l'absorption de SO2 sur LiCO2 et ce même matériau ayant subi un coating alumine. Alors, premièrement, si on prend en compte les aspects quantitatifs, via le rapport S sur M, on voit bien qu'on a une diminution de réactivité par application du coating. Ce que l'on voit également, c'est qu'il y a modification de la réactivité de surface, puisqu'on observe des sulfites après application du coating. Alors, ce qui a été fait également, c'est l'absorption de SO2 sur la solution solide COAl et sur alpha-LiAlO2. Donc, au plan quantitatif, ceci nous conduit à une diminution de réactivité et également à un ensemble cohérent, puisque seuls des sulfates étaient observés dans le cas de LiCO2 et des sulfites dans le cas de LiAl, alpha-LiAlO2. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin dans la compréhension, on fait appel à des calculs théoriques pour essayer d'analyser quelles sont les adsorptions finalement préférentielles. Alors, dans le cas de l'LiCO2, on a vu que l'absorption, elle se faisait sous forme de sulfate, c'était l'absorption privilégiée, et elle mettait en jeu un processus redox qu'on matérialisait par un transfert important d'électrons du SO2 vers la surface. Alors que dans le cas de alpha-LiAlO2, là on a observé une absorption de type sulfite, moins favorable énergétiquement, donc en accord avec la diminution de réactivité, et puis associée à des interactions acide-base, puisqu'ici, seul un faible transfert électronique de la surface vers le SO2 était observé en relation avec le caractère basique de cette surface. Donc vous voyez qu'en définitive, cette substitution de l'aluminium par le cobalt, elle se traduit par un changement de réactivité. On passe d'un contrôle redox dans le cas de LiCO2 à un contrôle acide-base dans le cas de LiAlO2. Et donc, on a ici un exemple de cette distinction fondamentale en chimie entre processus redox et acide-base, transfert électronique, mais pas du tout dans la même gamme.
Alors maintenant, je vais en venir aux interfaces électrode-électrolyte, qui constituent un verrou important vis-à-vis des performances, en particulier en termes de durée de vie. Alors, compte tenu du caractère non inerte des constituants d'une batterie les uns vis-à-vis des autres, matériaux d'électrode, d'électrolyte et autres, de nombreuses relations parasites existent à leur interface. Et on sait par exemple que lors de la première charge de la batterie, l'électrode négative se recouvre d'un film très fin de passivation formé d'espèces de dégradation de l'électrolyte. Alors, ce film a un caractère protecteur parce qu'il empêche une dégradation ultérieure de l'électrolyte, mais sa stabilité est essentielle en vue vis-à-vis des performances électrochimiques. Une passivation excessive étant un facteur fortement pénalisant. Alors, comment en XPS quel type d'informations on peut avoir sur ces interfaces, qui sont quand même des petites choses de très faible épaisseur. Alors, en premier lieu, considérons une batterie classique du type de celle que vous avez, avec du graphite à la négative, c'est un format pile-bouton, de la positive, et du LiCO2 à la positive. Alors, en suivant pas à pas en fonction du potentiel, les pics caractéristiques, voilà ce que nous avons. Dans le cas du pic CNS, le graphite, c'est le pic majoritaire au départ. Au fur et à mesure, et très vite d'ailleurs, de la charge, son intensité diminue pour s'éteindre complètement à 4 volts en fin de charge. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Souvenez-vous que la profondeur d'analyse en XPS, 10 nanomètres. Ça veut dire que dans ce cas-là, si on ne voit plus le graphite, c'est que la couche de passivation elle est supérieure à 10 nanomètres. Alors, de l'autre côté, du côté de l'électrode positive, voyez ici le pic d'oxygène caractéristique de LiCO2. Là également, au cours de la charge, on voit son intensité diminuer, mais à la fin de charge, il est toujours visible. Ce qui permet clairement de dire que le recouvrement il est plus important du côté de la négative par rapport à la positive. Alors bien sûr, l'intérêt, c'est également d'analyser la composition chimique de cette couche interfaciale. Alors comment peut-on faire? Je reprends l'exemple du graphite. Eh bien, on va analyser en parallèle les différents pics de cœur accessibles. Le carbone, mais aussi le fluor, le phosphore, et prendre en compte les aspects quantitatifs. Et suivre ça au cours du cyclage. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau du carbone, une forte évolution intervient à 3,8, avec un pic caractéristique de Li2CO3. Par contre, au niveau du fluor et du phosphore, c'est à 4,2 que la différence intervient, avec un pic caractéristique de LiF, de phosphate, mais en moindre proportion. Ce qui fait que sur ces bases, on peut, pas à pas, construire un processus de formation de cette couche, de cette couche interfaciale, prenant en compte les espèces majoritaires. C'est ainsi que, ici, nous pouvons conclure avant 3,8 au dépôt majoritairement de Li2CO3, suivi entre 3,8 et 4,2 du dépôt de LiF et aussi de phosphate. Donc ceci donne une vision un peu multicouche de ce film interfacial. Seulement voilà, ça ce sont les espèces majoritaires. Si on veut aller un peu plus en avant dans la reconnaissance des espèces chimiques aux interfaces, eh bien on fait appel au spectre de valence. Alors ces spectres de valence, vous l'avez déjà vu, mais ici il y a des exemples particulièrement pertinent, je dirais, il constitue une empreinte. Alors, chaque solvant carbonaté a son empreinte spécifique. De même, le sel le plus utilisé est l'IPF6 ou son composé de dégradation LiF. Et ici, vous avez un certain nombre de produits de dégradation des solvants carbonatés. Et vous voyez que des espèces aussi voisines que Li2CO3, le méthyle ou l'éthyle carbonate de lithium se différencie bien dans cette plage énergétique par 1, 0
1 ou 2 pics. Et le PO, une autre espèce de dégradation, a lui un spectre tout à fait différent. Alors, donc, sur ces bases-là, on peut effectuer de la recomposition spectrale et progresser dans l'identification des espèces aux interfaces. Alors, c'est très bien, mais il y a quand même quelque chose, c'est que ça nécessite de pouvoir synthétiser les espèces de dégradation. Et ça, ce n'est pas du tout trivial, pas du tout, vu le nombre d'espèces possibles et le nombre de mécanismes envisageables. Alors, une solution, c'est de faire appel à la modélisation. C'est ce qui a été fait, et vous voyez que les espèces dont nous venons de parler, et on comprend très bien la présence d'un pic ici, dans le cas du méthylcarbonate de lithium, elles sont liées à la présence du groupement, et les deux pics liés, ils sont liés, eux, dans le cas de l'éthyle, aux deux carbones du groupement éthyle. Vous constatez également le très bon accord entre les spectres calculés en bleu, la donnée expérimentale ou les données expérimentales en rouge, ce qui fait qu'on peut se servir de ces simulations de spectres de valence pour l'obtention d'espèces, des spectres d'espèces pressenties mais non isolées. Et c'est sur ces bases que le premier travail qui a été fait concernait un système modèle, une cathode en inox cyclée face au lithium. Et en travaillant dans différentes conditions, en couplant pic de cœur, bande spectre de valence, il a été possible d'élaborer un schéma de ce film interfacial qui faisait intervenir dans sa partie la plus externe, près de l'électrolyte, du PO, un polymère PO, et plus en profondeur, du côté de l'électrode, bien des espèces telles que Li2CO3, CH3CO2Li et LiF. Et en opérant, en comparant la première décharge et 500 cycles, eh bien, il a pu être démontré que le méthylcarbonate de lithium et le LiF s'accumulaient au cours du cyclage. Alors, un autre point d'intérêt concernant ces couches interfaciales, c'est le rôle des additifs, et en particulier leur mécanisme d'action. Alors ces additifs, ce sont des espèces qu'on rajoute à raison de quelques pourcents et qui améliorent les propriétés des couches interfaciales. Alors l'un d'eux, c'est le vinylène carbonate, pour lequel il était possible d'envisager différents mécanismes de dégradation, soit par polymérisation, soit par réduction par le lithium. Et précisément, c'est en s'appuyant sur l'analyse détaillée des spectres de valence, soit d'espèces synthétisées comme le poly-VC, soit d'espèces, les spectres de valence évalués par le calcul, qu'il a pu être conclu un mécanisme de dégradation majoritairement sous forme de polymérisation radicalaire. Bien, après tout ceci, je voudrais ouvrir vers le futur et vous parler de l'intérêt d'effectuer de la photoémission à différentes profondeurs, et en tirant profit de la vaste gamme en énergie de photons accessibles qui permet donc de sonder à différentes profondeurs. Alors, il y a différents centres où ceci est possible, chacun ayant sa spécificité, Soleil, le SRF en France, Alba en Espagne, MaxLab en Suède et Bessy en Allemagne. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de jouer sur cette spécificité. Et c'est ce qui a été fait avec un exemple, celui du silicium, qui actuellement est une alternative étudiée par rapport à l'électrode de graphite. Alors vous savez que le silicium, il est toujours recouvert d'une fine pellicule de SiO2. Alors le spectre du silicium 2P présente deux composantes, la grise du silicium cristallin et la rouge de l'oxyde de surface. Et ce que vous voyez, c'est que quand on travaille à énergie de photons faible, comme à MaxLab, on va exalter l'espèce qui est à l'extrême surface. Vous avez donc la signature rouge exaltée. Au contraire, quand on travaille à Bessy, avec des rayons X durs, on l'éteint complètement. Et ça, c'est parce qu'on joue
sur la profondeur d'analyse. Alors, ceci a été mis à profit pour analyser l'insertion du lithium dans ce matériau. Donc, on travaillait, ça c'est les évolutions, sont les évolutions du pic SI de P, à différentes profondeurs et en différents points du premier cycle. Et ce que vous voyez, c'est qu'à 0,1, on voit l'apparition de deux nouvelles composantes. La jaune, dont l'intensité est exaltée aux grandes énergies de photons, c'est l'alliage LIX-SI, et la bleue, qui à l'inverse voit son intensité exaltée aux faibles énergies de photons. Elle est attribuable à une espèce extrêmement surfacique, LIX-SiOY. Alors, des études complémentaires ont permis de montrer que cette espèce, c'était Li4-SiO4, et cette réactivité de l'oxyde de surface avec le lithium, eh bien, elle apparaît également, ou elle est illustrée par l'apparition lors des analyses à différentes profondeurs de Li2O. Alors, toutes ces informations ont permis d'élaborer un schéma d'évolution au cours de la décharge qui permettait de sonder bien au-delà de la couche de passivation classique, ce qu'on appelle des interfaces plus enfouies. Donc voilà, alors pour conclure, eh bien je me place dans la poursuite de ce que je viens de montrer, à savoir que les informations accessibles en photoémission en régime X, mou et dur, en couplant cœur et valence, sont très riches d'informations dans des domaines très diversifiés. Et la mise en synergie avec des approches théoriques ou des méthodes théoriques est pleine d'informations et dans les deux sens. À la fois, elle permet de mieux comprendre les observations expérimentales, mais cette démarche permet également de valider, à l'inverse, certains formalismes théoriques. Alors, parmi les multiples perspectives, il y en a beaucoup de la spectroscopie photoélectronique à l'heure actuelle. J'en citerai une, c'est la NAPXPS, parce qu'il s'agit d'une avancée de premier plan qui ouvre la voie vers des analyses à des pressions proches de l'ambiante. C'est extrêmement important, puisque, souvenez-vous, j'ai parlé des conditions d'ultravide à l'heure actuelle, qui sont quand même une contrainte vis-à-vis de l'analyse de certains processus. Alors, il existe actuellement dans le monde 6 à 7 synchrotrons qui permettent ce type d'analyse, le premier ayant été opérationnel à Berkeley dans les années 90. Et, point intéressant, on commence à voir émerger certaines perspectives au niveau des laboratoires. Donc, des retombées considérables sont attendues dans des domaines tels, dans des domaines tels que la catalyse, la chimie de l'environnement, l'électrochimie ou la biologie, et peut-être qu'un certain nombre de concepts pourront être bousculés dans le futur sur ces bases-là. Alors, pour terminer, je dirais que Einstein serait certainement très heureux de voir finalement ce qu'est devenu l'humble et modeste effet photoélectrique et les perspectives qu'il ouvre. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accompagné au travers des travaux qui m'ont servi à illustrer cette spectroscopie. Merci à vous tous pour votre attention. Alors, je dirais également que ces travaux ont été réalisés à Pau, à l'IPREM, et que si l'occasion vous en est donnée de passer par là, ne manquez pas de venir nous visiter pour voir de plus près ces appareillages de spectroscopie photoélectronique. Merci à tous pour votre attention.